Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais se dérober. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une drôle d'évasion, celle du comte de la Valette, qui lui a bien fini par se dérober, justement. Oui, absolument, mais avouez que c'était vraiment tentant, là, alors que vous évoquez ces femmes qui quittent la robe, de citer un homme qui, lui, doit sa liberté au fait d'en avoir mis une. Elle est assez connue, cette histoire du comte de la Valette, d'évasion, bien sûr. C'était un ancien officier, aide de camp de Napoléon pendant la campagne d'Italie, la Valette. Il l'a suivi absolument partout. Il était en Égypte, à Malte, à Corfou. Et donc, quand Bonaparte accède au pouvoir, il en fait un conseiller d'État et il en fait son directeur général des postes. Il sera même la Valette en charge du fameux cabinet noir, le bureau de la censure. Mais évidemment, ça n'a qu'un temps, l'Empire, et quand arrivent les 100 jours et la perspective de la restauration monarchique, eh bien, la Valette est arrêtée chez lui le 18 juillet 1815, traduit devant une cour d'assises pour conspiration et usurpation de fonction, et il est condamné à mort le 20 novembre 1815. Bon, on ne lui laisse pas beaucoup de temps, il est censé être exécuté un mois plus tard, le 21 décembre, et il est emprisonné à la conciergerie. Pendant ce temps-là, comme on dit de nos jours, son épouse désespérée ne reste pas inactive. Bon, c'est une femme d'une certaine trempe, elle s'appelle Émilie de Beauharnais, c'est une nièce de Joséphine. Elle est passée comme toutes les petites jeunes femmes de l'époque, je vous en ai souvent parlé dans des chroniques ici même, par l'école de Madame Campan. Donc c'est une jeune fille bien élevée, construite, déterminée. Elle l'a épousé la Valette alors qu'elle n'avait que 17 ans. En fait, c'est un petit peu un mariage arrangé par Bonaparte qui voulait remercier la Valette de l'avoir suivi dans toutes ses campagnes, en particulier dans la campagne d'Italie. Et donc, Émilie de Beauharnais, elle va se démultiplier pour essayer d'obtenir la grâce de son mari. Par 2 fois, elle le croise aux Tuileries, elle se jette à ses pieds, elle le supplie de gracier son mari. Il n'y a rien à faire. Louis XVIII lui prête à peine attention. Au moment même où tout ça se déroule, elle est enceinte de leur deuxième enfant. Et elle va accoucher d'un enfant qui ne survit que quelques jours. Donc, il faut imaginer son état moral. Son mari va être exécuté, elle est enceinte, elle accouche seule, elle perd son enfant. Bon, donc, maintenant, seule reste l'énergie du désespoir. Elle n'a absolument plus rien à perdre, elle ne peut compter que sur elle et elle se décide à agir. Alors le 20 décembre 1815 à 18h, on est à la veille de l'exécution de la Valette. Elle se présente à la conciergerie accompagnée de sa fille Joséphine. Et là, bon, alors on pleurniche, on mange le dernier repas du condamné. Bon, les deux se cachent derrière un paravent. La Valette met les habits de sa femme, se coiffe de son grand chapeau à plumes. D'ailleurs, malgré le tragique de la situation, leur fille unique voit son père dans cet accoutrement, ça la fait plutôt sourire. Et puis, ça y est, on quitte les lieux. Le gardien s'efface sur leur passage, parce que les deux femmes sont là un petit peu voûtées, éplorées, étouffant leurs sanglots dans leurs mouchoirs. Il y a cinq gardes avant d'avoir franchi la porte de la prison, mais ils sont tous quand même attendris par cette femme. Ils savent que demain, son mari sera exécuté. Ben oui. Évidemment, elle est consternée, donc on ne va pas trop aller chipoter et contrôler. Bon. Donc, elle, sans précipitation, il a dû lui en falloir un sang-froid, tout doucement, accoudé enfin, sans doute en prenant sa fille sous le bras, il sort de la conciergerie. Non, pas. Je pense que là vu la gravité de la situation, il n'a pas dû être pris de fou rire. Et non. Et donc, Émilie, pendant son temps, est dans la cellule. À la sortie, une chaise à porteur attend la Valette. Juste après, ça a été très peu de temps après, le gardien regarde derrière le paravent et là, que voit-il? Émilie, en culotte d'homme. Les gardes se précipitent, rattrapent la chaise à porteur. Dedans, il n'y a plus que Joséphine. L'oiseau s'est envolé.
Et Joséphine, elle retourne tranquillement à son couvent. Grâce à ses amis, Lavalette va se cacher à Paris une dizaine de jours, puis s'enfuir en Belgique déguisé en officier anglais, puis ensuite en Bavière, et il résidera en Bavière jusqu'à ce que Louis XVIII le gracie en 1822. Hélas, sa malheureuse femme, elle est emprisonnée quand même 1 mois. Elle venait d'accoucher. Elle s'est sacrifiée. Elle a sauvé la vie de son mari, mais écoutez, c'est quand même grave ce qu'elle a fait. Elle a fait évader un condamné à mort. On l'a traité extrêmement durement. En tout cas, voilà une femme qui a manifesté un courage insensé, mais là, tout à coup, elle s'effondre complètement. Les émotions liées à la captivité et à la condamnation de son mari l'ont rendue complètement folle. Elle avait une sorte de folie de la persécution. Elle était convaincue d'être traquée. Et même quand elle a été libérée, elle allait aux Tuileries pour demander la grâce de son mari et qu'elle croyait encore à la conciergerie. Son mari a quand même été absolument remarquable parce que quand il est revenu en France, il s'est occupé d'elle avec dévouement alors qu'elle était devenue complètement dingo jusqu'à sa propre mort, lui, en 1830. Et Émilie va quand même lui survivre assez longtemps. Elle est morte en 1855. Mais jusqu'à sa mort, elle n'a pas cessé de revivre constamment cet événement. La perte de sa raison a été le prix de son sacrifice. Et dira Louis XVIII dans cette affaire, seule Madame de Lavalette a fait son devoir. Figurez-vous que Lavalette est enterrée au Père-Lachaise. Vous avez déjà vu sa tombe, Stéphane? Parce qu'il y a une plaque sculptée qui représente Monsieur de Lavalette en train d'enfiler les vêtements de sa femme Émilie. C'est rigolo quand même. Enfin, c'est rigolo. C'est une plaque mortuaire, mais c'est quand même étonnant de penser qu'on a mis ça dans le marbre. Et évidemment, l'histoire offre bien d'autres exemples de femmes qui firent évader leur mari. Et en 70, il y a Pépita Bazaine qui fait évader son mari depuis la mer en barque avec une échelle de corde. Il y a évidemment Lucie Aubrac qui a fait évader son mari pendant la guerre. Et puis, plus près de nous, bien sûr, Nadine Vaujour. Le 26 mai 86, son mari s'évade de la santé grâce à sa femme en hélico. Vous vous souvenez de ça? Vous étiez trop petit. Elle avait pris des leçons de pilotage sous un faux nom et elle a quand même fait évader son mari. Donc, vous voyez, c'était ce qui était un coup, là aussi, d'une audace absolument folle. Donc, vous voyez, pour Émilie de Lavalette, Pépita Bazaine, Madame Aubrac et Nadine Vaujour, eh bien, on en revient toujours là, messieurs. C'est l'amour qui leur a donné des ailes. Oui. Et puis c'est toujours la femme qui se débrouille pour faire sortir le mari. Chapeau, hein. Parce que dans l'autre sens, le contraire a dû exister aussi. est seul à avoir enfilé la robe. Oui, ça c'est sûr. Je tâcherai de vous trouver des histoires équivalentes côté messieurs. Oui, parce que des messieurs ont fait évader leurs femmes Je pose la question. Merci beaucoup, Clémentine.